Rappel de l'épisode précédent? Nous avons vu que le rapport sur les frères musulmans, commandé par le Premier ministre Gabriel Attal et remis au gouvernement de Michel Barnier à l'automne 2024, ne décrivait pas une menace imminente contre nos institutions. Ce texte, rendu officiel seulement lors de sa présentation au Conseil de défense le 21 mai 2025, s'inscrit avant tout dans une logique politique. Il ne s'agit pas d'un diagnostic de sécurité, mais bien d'un outil de légitimation destiné à justifier une stratégie de répression et d'intimidation à l'encontre des musulmans de France. D'abord, par une défocalisation délibérée. On évoque un prétendu péril islamiste, qu'importe s'il n'existe pas réellement. Cette rhétorique permet surtout d'éviter d'aborder d'autres sujets d'actualité. Ensuite, ce rapport sert à couvrir une politique agressive visant associations, commerces et institutions musulmanes. Les mois qui ont suivi sa publication ont vu se multiplier les contrôles, les fermetures et les dissolutions ciblées. Nous assistons ainsi à une politique de répression et de confiscation qui frappe directement les institutions citoyennes musulmanes de France. Plus largement, ce texte installe une suspicion permanente envers les musulmans engagés dans la vie publique, perçus comme porteurs d'intentions cachées. Par leur seule religion, ces citoyens deviennent suspects. L'objectif du rapport et surtout de son battage médiatique est clair: semer la peur, faire croire à une menace et justifier une nouvelle chasse aux sorcières qui pousse un peu plus la France vers un lissement idéologique inquiétant. Une politique discriminatoire devenue, au fil des gouvernements, une constante. Au Pieur du Morvan, près de Château-Chinon, se dresse un lieu de savoir et de rencontre, l'Institut européen des sciences humaines. Fondé au début des années 1990, cet établissement privé, partenaire de l'Université de Dijon pour le diplôme universitaire de laïcité, s'est imposé comme un centre de formation original et exigeant. Il propose 3 grands parcours: la langue arabe, le Saint-Coran et la théologie musulmane. Depuis plus de 30 ans, l'Institut forme, encadre et transmet. Son enseignement, rigoureux et reconnu, s'inscrit dans la tradition d'un islam de France, ancré dans la République, ouvert sur la société. Mais depuis quelques années, cet établissement respecté se retrouve dans le viseur des autorités. Depuis plusieurs années, l'Institut européen des sciences humaines est dans le viseur des autorités. Au départ, ce n'était que de simples contrôles financiers. Puis peu à peu, les choses s'accélèrent. Le 5 décembre 2024, une perquisition a lieu. Les enquêteurs recherchent une double comptabilité et d'éventuels financements venus du Qatar. Les ordinateurs sont saisis, les liquidités confisquées, les locaux fouillés, les dirigeants interrogés. Mais au final, rien. La comptabilité de l'Institut est validée chaque année par des experts indépendants. Et le dernier financement étranger dûment déclaré remonte à 2018. Depuis la loi contre les séparatismes de 2021, toute aide étrangère importante doit être déclarée. Et l'Institut s'y conforme strictement. Pourtant, le 16 janvier 2025, nouveau coup dur. Quelques semaines seulement après la publication du rapport sur les frères musulmans, le gouvernement Bayrou gèle les avoirs de l'Institut ainsi que ceux de plusieurs de ses dirigeants. Officiellement, encore une fois, pour des soupçons de financement étranger. Des soupçons qui, en réalité, n'existent plus depuis 2018. Et enfin, l'étape ultime. Le 3 septembre 2025, l'IESH est dissous par décret. Les motifs sont lourds. Selon le texte du ministère, l'Institut appartiendrait à la sphère des frères musulmans. Il diffuserait une idéologie qui légitime la violence, incite à la haine contre les non-musulmans et valorise la guerre sainte. Dernier reproche, des agissements visant à provoquer des actes terroristes. Des accusations graves. Mais que reste-t-il concrètement des preuves? Dès 2016 déjà, le maire d'Autun demandait au préfet un audit complet afin de vérifier si l'enseignement dispensé respectait bien les lois de la République. La réponse des préfectures de Saône-et-Loire et de la Nièvre, à l'époque, était sans ambiguïté. La vocation de l'Institut est avant tout de former des cadres religieux, imams ou chercheurs, à l'échelle européenne. Les autorités rappelaient que la vigilance s'exerce partout, grâce à des cellules locales de détection et de suivi. L'IESH faisait déjà l'objet d'un contrôle attentif. Et la conclusion des préfets, en 2016, était claire. Rien ne justifiait la fermeture de l'Institut. Depuis 2016, qu'est-ce qui a changé? Dans les faits, rien. Absolument rien. Ce qui a changé, c'est le regard du pouvoir. Un regard devenu beaucoup plus radical.
Après son interdiction par décret, l'IESH ne se tait pas. L'Institut saisit ses avocats et engage un recours en annulation devant le Conseil d'État. Dans le même temps, il publie un communiqué de 131 pages intitulé « Observations écrites sur le décret de dissolution de l'IESH ». Dès les premières lignes, le ton est posé. Les accusations portées contre l'Institut reposent sur des amalgames, des raccourcis, des interprétations subjectives. Elles traduisent un manque de rigueur méthodologique et d'objectivité. L'Institut n'est pas visé pour ses actions, mais pour ce qu'il représente. Une institution musulmane légale, stable, structurée, engagée dans la transmission rigoureuse du savoir et inscrite dans le cadre républicain. Autrement dit, ce n'est pas ce que fait l'IESH qu'on lui reproche, c'est ce qu'il incarne. Sa simple existence dérange. Son modèle, fondé sur l'indépendance intellectuelle et la transparence, met en échec la rhétorique du soupçon. Derrière la dissolution administrative se dessine une volonté politique, réduire au silence une institution qui dérange, et montrer à l'opinion publique qu'aucune voix musulmane organisée n'est intouchable. Dans ses observations écrites, l'Institut répond point par point aux accusations formulées contre lui. Concernant l'appartenance supposée à la confrérie des frères musulmans, l'IESH rappelle que, depuis sa création, et toujours en accord avec les politiques de l'époque, il s'est engagé à développer un islam de France, sunnite, républicain, respectueux des lois, et totalement indépendant de toute influence étrangère. Il rejette donc, avec force, cette accusation. L'Institut souligne également son rôle actif dans la prévention. Son enseignement permet justement de contrer les interprétations extrémistes de l'islam, celles qui s'éloignent du consensus des savants. L'IESH constitue à ce titre un véritable rempart contre les radicalismes. Et les faits le prouvent. Chaque fois qu'un étudiant a présenté un comportement suspect, 5 cas seulement, en plus de 30 ans d'existence, l'Institut les a immédiatement signalés au service de l'État. L'IESH a toujours contribué à la sécurité du pays et travaillé en totale transparence avec les autorités. Dans son texte, l'Institut rappelle également la nature de sa mission, former des cadres religieux compétents, cultivés et responsables, capables de répondre aux besoins spirituels, sociaux et culturels des citoyens musulmans, dans le respect total des valeurs républicaines. Cette réalité observable contredit directement les accusations de l'administration. Ce que l'Institut met en lumière, c'est la contradiction entre le discours politique et les faits. Une dérive inquiétante où la suspicion a remplacé la preuve, et où la religion devient, à elle seule, un motif de sanction. Quelques jours plus tard, l'IESH réapparaît publiquement à l'occasion d'une conférence de presse le 30 septembre 2025, et dont voici quelques extraits. Bonsoir à tous. Alors je me présente, je suis maître Stéphane Casquez, je fais partie du pool des avocats, de l'équipe d'avocats en charge de la défense de l'IESH, suite à la décision de dissolution qui a été prononcée en Conseil des ministres au début du mois de septembre 2025. Le dernier acte du gouvernement Bayrou, en réalité, c'était la dissolution de l'IESH, puisque c'est la veille du vote de confiance, où le gouvernement Bayrou est tombé, que le Conseil des ministres, présidé par ce dernier, a décidé de dissoudre l'IESH, alors que nous étions dans le cadre d'un échange avec le ministère de l'Intérieur, dans le cadre d'un contradictoire. Et parce que le gouvernement a soutenu que l'IESH provoquait à la commission d'actes de terrorisme, parce que dans les 10 000 élèves, 5 ont été effectivement retrouvés dans des affaires à caractère terroriste, on a produit les dossiers disciplinaires et les dossiers pédagogiques de ces anciens élèves, de ces anciens étudiants, qui, pour celui qui a été le plus assidu, n'est resté que 12 mois au sein de l'IESH, et qui a commis ce qu'il a commis 20 ans après. L'IESH a toujours eu pour politique de laisser la parole aux principaux intéressés. C'est la raison pour laquelle je voudrais donner la parole au père Michel de Gigord pour nous dire quelques mots de ce qu'était l'IESH et de ce qu'il faisait. Je suis ému en parlant, je suis vraiment ému, parce qu'avec cette dissolution, je pense qu'on fait en France une énorme erreur. On est en train de tuer un des endroits les plus riches de la France en termes de rencontre avec l'autre et de dialogue interreligieux. Pour terminer, je voudrais donner la parole à Madame Yvonne Bercher, qui a connu l'IESH elle aussi. Je suis consternée et effarée par ce que je viens de voir. En Suisse comme en France, la coexistence des musulmans avec les natifs du lieu et avec les autres confessions donne lieu au même genre de questionnement.
Ce qui m'a terrifiée par-dessus tout, je dois dire, c'est que j'ai l'impression que l'état de droit n'a plus cours. Je vous remercie très sincèrement de votre présence, parce qu'elle montre que contrairement aux accusations honteuses qui ont été portées à l'IESH, vous acceptez de venir témoigner de votre soutien à cette institution. Pas de souci. Mettre visage, et bravo pour ce que vous faites. Merci en tout cas. Merci pour votre travail. À l'issue de ce documentaire, il apparaît clairement que, sauf éléments factuels dont nous ne disposons pas, ce n'est pas l'attitude de l'IESH qui a changé, mais bien celle du gouvernement et de la haute administration française. Nous assistons aujourd'hui à une dérive droitière, voire extrême droitière, qui se traduit par une véritable guerre idéologique visant ce que certains qualifient de mouvance frériste. En ignorant délibérément tous les services rendus par l'IESH au bien public, notamment dans sa lutte constante contre les extrémismes et le terrorisme, le gouvernement cherche à détacher ce mouvement de la communauté musulmane de France. Les accusations qu'il avance sont fallacieuses et vont à l'exact opposé de la réalité. Elles posent de graves questions concernant les libertés de pensée, de culte et de religion, garanties par la Constitution et par les traités internationaux. Puisse le Conseil d'État protéger la société française de ces dérives et rappeler que le droit ne saurait jamais être un instrument politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à mettre un pouce, à vous abonner et à la partager sur vos réseaux. On se retrouve très bientôt pour la suite.